Nous allons travailler aujourd'hui sur le cerveau et sur les mouvements volontaires et voir également que le cerveau est un organe fragile qu'il faut essayer de préserver. Bon, mais avant de commencer sur le cerveau, j'aimerais vous faire quelques rappels sur le cours précédent. Donc, nous sommes toujours dans le corps humain et la santé. Le comportement, il est défini comme un ensemble de réactions observables en réponse à des stimulations. Il est souvent lié à la notion de mouvement, alors que ces mouvements soient réflexes ou qu'ils soient volontaires. Par exemple, la fuite, la défense, l'agression, l'équilibre également, la prise d'objets, etc., etc. Et on s'est intéressé, donc lorsque l'on a travaillé sur les réflexes notamment, alors qu'aujourd'hui nous allons travailler sur le cerveau en tant qu'organe où il y a du volontariat, volontaire, c'est volontaire. Bon, le volontariat, c'est pas trop le terme, mais c'est plutôt volontaire. Ça veut dire que la volonté intervient pour faire quelque chose de volontaire. Donc, on s'est intéressé aux mécanismes physiologiques sous-jacents, et c'est ce que nous allons faire aussi concernant le cerveau et les mouvements volontaires. L'étude d'un réflexe, donc qui correspond au cours précédent, puis du mouvement volontaire, ce que nous allons faire aujourd'hui, montre la mise en jeu des systèmes articulo-musculaires et nerveux au sein même de l'organisme et permet d'aborder donc la notion très importante que l'on appelle la plasticité cérébrale. Donc c'est le fait que le cerveau peut s'adapter à différentes situations dans certaines limites évidemment. Donc nous avons vu que donc on a parlé en fait de comportement, de mouvement et de système nerveux en mettant en jeu donc la contraction musculaire qui avait été mobilisée dans de nombreux comportements, ce que nous avions expliqué. Donc cette contraction musculaire donc résulte d'une commande nerveuse. Le mouvement induit peut être involontaire et lié à un réflexe, ou bien il peut être volontaire. Nous avons parlé du réflexe myotatique. Et ce réflexe myotatique nous a permis d'apprécier l'intégrité du système neuromusculaire, la transmission du message nerveux et le fonctionnement du neurone nous a conduit finalement à l'étude du fonctionnement du cerveau et de sa plasticité, en commençant par ce qui concerne les réflexes, mais les réflexes n'ont rien à voir avec le cerveau. Donc ça veut dire que, du moins en ce qui concerne le réflexe myotatique dont nous avons parlé. Donc ça veut dire que la transmission du message nerveux et le fonctionnement du neurone donc, conduit finalement à l'étude du fonctionnement du cerveau et de sa plasticité, donc cerveau en relation avec ce qui sera volontaire, et la plasticité, ça veut dire que le modelage, le remodelage, l'adaptation est tout à fait possible dans certaines limites. Nous avons parlé dans l'autre cours des réflexes, donc juste quelques rappels, c'est que les réflexes mettent en jeu différents éléments qui constituent l'arc réflexe. Alors cet arc réflexe est très important à comprendre. Donc je vous ai fait également une vidéo, un résumé de vidéo en relation avec la vidéo qui dure à peu près 1 heure. Donc 3 petites vidéos de quelques minutes qui résumaient l'ensemble et que j'ai fait quand j'étais en forêt. Donc à partir d'une sensation de départ, donc un stimulus capté par un récepteur sensoriel, nous avons vu qu'un message nerveux était codé en potentiel d'action et ce message nerveux était élaboré suite à la stimulation. Il circule dans les neurones sensoriels jusqu'au centre nerveux, donc ici la corne dorsale de la moelle épinière, où se produit le relais synaptique avec le neurone moteur. Donc ça nous avons vu tout ça. Et celui-ci conduit le message nerveux jusqu'à la synapse neuromusculaire qui met en jeu l'acétylcholine. La formation puis la propagation d'un potentiel d'action dans la cellule musculaire entraîne l'ouverture de canaux calciques à l'origine d'une augmentation de la concentration cytosolique en ion calcium, provenant du réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique plutôt pour les muscles. Donc il s'agit là évidemment de muscles squelettiques. Et cela induit la contraction musculaire et la réponse motrice du stimulus. Donc voilà pour ces quelques rappels.
Maintenant, concernant le cerveau et les mouvements volontaires, nous allons voir que donc je donne globalement l'essentiel des connaissances et ensuite je vais reprendre les éléments plusieurs fois de manière à ce que vous compreniez bien. Et de plus en plus, et toujours en expliquant de manière spiralaire. Vous souvenez, spiralaire, ça veut dire qu'on explique des choses, puis on reprend ces choses-là en expliquant un petit peu plus, puis on reprend encore en expliquant encore un peu plus, jusqu'à ce que le niveau requis soit atteint. Donc cerveau et mouvement volontaire, le cerveau il est composé de neurones et de cellules gliales, assurant le bon fonctionnement de l'ensemble. L'exploration du cortex cérébral permet de situer les aires motrices spécialisées à l'origine des mouvements volontaires. Les messages nerveux moteurs qui partent du cerveau cheminent dans des faisceaux ou par des faisceaux de neurones qui descendent dans la moelle jusqu'aux neurones moteurs. Le corps cellulaire du neurone moteur reçoit des informations diverses qu'il intègre sous la forme d'un message moteur unique et chaque fibre musculaire reçoit un message d'un seul neurone moteur. Certains dysfonctionnements du système nerveux modifient le comportement et ont des conséquences sur la santé. L'apprentissage ou la récupération de la fonction cérébrale après un accident repose sur une capacité essentielle que l'on appelle la plasticité cérébrale. Donc il existe une commande corticale du mouvement. Alors le cerveau, on a dit, c'est un organe fragile qu'il faut bien entendu préserver. C'est essentiel. Les aires corticales communiquent entre elles par des voies neuronales où se propagent des potentiels d'action dont la fréquence d'émission est modulée par un ensemble de neurotransmetteurs. La prise de substances exogènes, telles que l'alcool, les drogues, certains médicaments, etc., peut entraîner la perturbation des messages nerveux et provoquer des comportements addictifs. Donc on a parlé de neurotransmetteurs et de molécules exogènes qu'il faut bien savoir expliquer. Alors maintenant, nous allons essayer de détailler un petit peu plus les éléments. Alors, le cerveau, quand on pense à cerveau, on pense à un mouvement volontaire. Bon, c'est vrai que le cerveau, il a un rôle dans l'établissement de mouvements volontaires, puisque c'est lui en quelque sorte qui commande les choses. Mais le cerveau est également fragile. Quand vous pensez que le cerveau est dans une petite boîte qu'on appelle la boîte crânienne, la boîte crânienne, c'est pas très grand. Bon. Donc le cerveau permet d'assurer des mouvements volontaires. Alors si vous regardez des images en relation avec l'IRMF, eh bien vous allez pouvoir localiser les aires cérébrales qui sont à l'origine des mouvements volontaires. IRMF, ça veut dire imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, si on ajoute le F. Alors, ces aires cérébrales, à l'origine de mouvements volontaires, sont situées au niveau de ce que l'on appelle le cortex cérébral. Et ces zones forment ce que l'on appelle l'aire motrice primaire. Donc comprenez bien que on peut localiser des aires cérébrales qui sont à l'origine de mouvements volontaires. Et ces aires cérébrales se trouvent au niveau d'un cortex cérébral. Et elles forment ce que l'on appelle l'aire motrice primaire.
Alors les neurones qui vont contrôler les mouvements d'une certaine région du corps sont regroupés dans une même région que l'on appelle l'aire motrice. Concernant les messages nerveux moteurs, ils proviennent du cortex moteur et vont cheminer par des faisceaux de neurones, faisceaux que l'on appelle faisceaux pyramidaux. Ces neurones ont bien entendu un corps cellulaire avec des dendrites et également, évidemment, un axone. Et cet axone de ces neurones vont emprunter la moelle épinière. Donc vont cheminer tout au long de la moelle épinière jusqu'au corps cellulaire, évidemment, d'un neurone moteur. Ce neurone moteur, comme on a dit, il y a un corps cellulaire, donc il y a un noyau, il y a un métabolisme normal, il y a des dendrites. Donc ce noyau, ce corps cellulaire du neurone moteur, va pouvoir recevoir diverses informations, et ces informations, elles proviennent d'autres neurones, et également, ces informations vont passer par différents types de synapses. Alors une synapse, c'est une zone de contiguïté entre deux neurones. Donc on parle de synapse neuroneuronique. À savoir qu'il existe également des synapses neuromusculaires, dont nous avons parlé la fois d'avant, le cours juste précédent, en fait, lorsque l'on a parlé des réflexes, et notamment du réflexe myotatique. Alors, ces informations qui proviennent de synapses excitatrices provoquent une dépolarisation, c'est-à-dire une augmentation de la différence de potentiel membranaire du corps cellulaire du neurone postsynaptique. Tandis que les informations qui proviennent de synapses inhibitrices vont provoquer, elles, une hyperpolarisation. Alors, souvenez-vous qu'on a un potentiel de repos qui est d'environ moins 70 millivolts. Et que l'intérieur d'une membrane est négatif et l'extérieur est positif. Donc je disais que les informations qui proviennent de synapses inhibitrices vont provoquer une hyperpolarisation. Ça veut dire qu'on va passer par exemple de moins 70 millivolts à moins 80, voire moins 90 ou plus millivolts. Alors qu'une dépolarisation fait que le potentiel de membrane va être supérieur. On va arriver par exemple dans les valeurs positives. On peut passer par exemple de moins 70 à moins 50, on a bien gagné en positivité. Donc, dans le cas d'une hyperpolarisation, lorsque les synapses sont inhibitrices, eh bien, on a bien une différence, une diminution plutôt, de la différence de potentiel membranaire de repos par rapport au potentiel de membrane de repos. Donc, on a une accentuation, en fait, du potentiel de membrane dans le sens négatif. Eh bien, ces modifications de la différence de potentiel membranaire sont additionnées dans le temps et dans l'espace. Et correspondront à ce que, cette addition, en fait, va correspondre à ce que l'on appelle une intégration. Si à la suite de cette intégration, entre guillemets, il en résulte une dépolarisation supérieure à une valeur seuil, alors le neurone moteur va émettre un train de potentiel d'action en direction du muscle. On dit que le neurone moteur fait une intégration spatiale et temporelle des messages nerveux. Alors, on rappelle qu'un message nerveux, c'est un ensemble de potentiels d'action
Et deux messages nerveux vont différer l'un par rapport à l'autre selon le nombre de potentiels d'action qui constituent chacun des deux messages. On peut avoir un message avec 10 potentiels d'action, puis un message avec 100. Donc ça veut dire que l'intensité du stimulus va jouer en faveur de plus ou moins de potentiels d'action qui vont naître à l'endroit où ils naissent. Et ça peut être également au-delà du neurone présynaptique au niveau de la membrane post-synaptique où il y aura, alors pas directement dans le corps cellulaire, mais un petit peu plus loin, naissance de potentiel d'action, donc d'un nouveau message. Alors, nous avons parlé tout à l'heure du cerveau et de mouvements volontaires. Maintenant, essayons de dire quelques mots sur les cellules du cerveau. Alors vous allez dire, ce sont les neurones. Oui, mais il n'y a pas que les neurones. Le cerveau contient aussi des cellules que l'on appelle des cellules gliales. Elles assurent différentes fonctions qui vont permettre au système nerveux de fonctionner correctement. On a, entre autres, ce que l'on appelle les oligodendrocytes. Oligodendrocytes, ce sont des cellules gliales qui forment une gaine de myéline autour des axones. Et cette gaine de myéline a la faculté de permettre d'augmenter la vitesse de conduction des messages nerveux. Si cette gaine de myéline est atteinte, et c'est le cas de la sclérose en plaques, eh bien différents troubles vont apparaître, et notamment évidemment des troubles de conduction de messages nerveux. Passons maintenant à la plasticité et à la fragilité du cerveau. Si vous voulez apprendre à jouer du piano, admettons, ou jouer du violon, etc., eh bien, vous avez un apprentissage. Eh bien, le cerveau est capable d'apprendre de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctions motrices vont se mettre en place, puisque vous apprenez quelque chose. Donc, il faut bien que le cerveau intègre les informations, et si vous jouez une seule fois, il n'y aura peut-être pas trop de modifications des fonctions motrices, mais si vous jouez tous les jours, et si vous répétez tous les jours, eh bien vous allez avoir une spécialisation dans telle ou telle zone, du moins une adaptation dans telle ou telle zone. Donc ça veut dire que l'apprentissage de nouvelles fonctions motrices va entraîner des modifications au niveau du cortex, mais pas n'importe quel cortex moteur. Enfin, est-ce qu'on connaît autre chose qu'un cortex moteur ? Oui, il y a d'autres zones où on ne parlera pas de motricité, mais de sensibilité, ou sensible. Donc certaines zones qui contrôlent les mouvements sont mises en jeu au cours du temps. Donc on observe que la surface des zones qui contrôlent les mouvements mises en jeu augmente avec le temps, plus exactement. Et ces modifications reposent sur une faculté qu'a le cerveau de pouvoir s'adapter, et on appelle cette capacité essentielle du cerveau la plasticité cérébrale. Si, par exemple, il y a une destruction au niveau de l'aire motrice primaire de cellules nerveuses, donc destruction de nerveuses suite à un accident vasculaire cérébral, par exemple un AVC, eh bien, cela peut conduire à une perte de motricité. La plasticité cérébrale peut permettre la récupération d'une partie des fonctions cérébrales qui ont été perdues. Donc c'est intéressant. Ensuite, concernant cette fragilité, nous savons que si vous prenez des molécules exogènes psychoactives, par exemple de l'alcool, comme l'éthanol, la nicotine dans le tabac, ou le THC dans le cannabis, eh bien vous allez avoir une perturbation relativement importante du fonctionnement de certaines aires corticales.
notamment l'aire du circuit de la récompense dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Ces aires, évidemment, vont communiquer entre elles et continuent à communiquer même si vous prenez des substances exogènes. Donc la communication se fait par des voies neuronales, évidemment. Et les molécules psychoactives vont agir en induisant une sécrétion accrue de certains neurotransmetteurs, ce qui peut déclencher un comportement d'addiction. Il en résulte évidemment des modifications du comportement et des diminutions des capacités cognitives. Ça veut dire qu'on ne devient pas plus intelligent en prenant de la drogue, de l'alcool, du tabac, certains médicaments aussi. Donc voilà pour le résumé global. Si vous avez compris, vous pouvez arrêter le cours ici. Sinon, je vous propose un autre niveau d'explication. Alors, nous avons dit que le cerveau est capable de faire une commande volontaire des mouvements. Donc vous allez pouvoir apprécier vos connaissances en disant, eh bien, chaque fois que je parle, si vous dites « je sais », j'ai compris, j'avais compris tout à l'heure, mais ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, ça veut dire que vous comprenez bien et puis qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pendant 36 000 fois. Alors, des petits réglages par-ci, par-là. Donc, on a dit le cerveau commande volontaire certains mouvements, évidemment. Le cerveau, il est constitué par des cellules que l'on appelle des neurones. Mais également, il y a des cellules gliales. Alors, les neurones traitent et propagent les messages nerveux, tandis que les cellules gliales, quel est leur rôle? Eh bien, elles assurent le bon fonctionnement du système nerveux. La partie superficielle du cerveau, que l'on appelle le cortex cérébral, est constituée de plusieurs couches de neurones. L'imagerie par résonance magnétique, notamment fonctionnelle, vous permet de localiser certaines aires que l'on appelle aires motrices. Et ces aires motrices sont responsables de la commande volontaire du ou des mouvements. Les aires du cortex cérébral communiquent évidemment entre elles et certaines zones sont profondes, donc enfouies profondément au niveau du cerveau. Donc, la communication se fait également par des voies neuronales, donc entre neurones. Et ces voies neuronales, donc le long des voies neuronales, donc il y a une propagation de potentiel d'action, dont la fréquence est modulée par un ensemble de neurotransmetteurs qui sont soit inhibiteurs, soit excitateurs. Donc si ces messages sont excitateurs, évidemment, on va avoir une dépolarisation importante de la membrane jusqu'à arriver au seuil de déclenchement du potentiel d'action. Par contre, si les neurones ou si les synapses sont inhibitrices, on va avoir au contraire une hyperpolarisation, donc on va s'éloigner de la formation de potentiel d'action. Eh bien, donc on a dit qu'il y a des neurotransmetteurs excitateurs et d'autres sont inhibiteurs. Donc certaines synapses seront excitatrices, d'autres inhibitrices. Et les messages nerveux moteurs qui partent du cerveau sont acheminés par des faisceaux de neurones qui vont descendre dans la moelle épinière jusqu'aux neurones moteurs. Alors on a dit qu'il y avait des synapses inhibitrices et des synapses excitatrices. Donc ça veut dire qu'il existe une intégration des messages inhibiteurs ou excitateurs, donc des messages nerveux, par le neurone moteur lui-même. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le corps cellulaire d'un neurone moteur
qui est situé dans la substance grise de la moelle épinière, va recevoir une multitude d'informations qui vont provenir de neurones, soit inhibiteurs, soit excitateurs. Alors comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il faut qu'il envoie un message excitateur, ou plutôt un message inhibiteur, ou alors neutre? Eh bien, il va intégrer l'ensemble des informations en faisant ce que l'on appelle une sommation spatiale et une sommation temporelle, et ceci afin de produire un message moteur unique qui sera codé en fréquence de potentiel d'action. Il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements du système nerveux. Le système nerveux est fragile. Donc ce système nerveux central est très fragile. Il peut être sujet à différents types de dysfonctionnements. Par exemple, il peut y avoir, suite à un accident ou un coup que la personne a reçu, section de la moelle épinière. On peut également avoir ce que l'on appelle des troubles vasculaires, et on appelle ça des accidents vasculaires cérébraux. On peut avoir également certaines maladies qui sont dégénératives, et on peut également avoir des infections virales ou bactériennes. Tous ces dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences et peuvent être graves pour la santé, notamment lorsque des paralysies se mettent en place, lorsque la sensibilité diminue, voire disparaît complètement, lorsqu'il y a des troubles de la mémoire également, et même des troubles du comportement, etc., etc. Le cerveau, fort heureusement, est capable de plasticité cérébrale, c'est-à-dire il est capable de se réorganiser en fonction des expériences que l'individu va vivre. Elle explique l'aptitude de l'être humain à apprendre, ainsi que la capacité de récupération suite à certains dysfonctionnements qui ne sont pas majeurs évidemment. Le cerveau, lorsqu'il est soumis à des substances exogènes, peut entrer en addiction. De nombreuses substances exogènes consommées, plus ou moins fréquemment, entraînent une perturbation des messages nerveux. Donc on avait parlé d'alcool, de tabac, des drogues, certains médicaments évidemment. Et en stimulant le système de récompense par libération de neurotransmetteurs particuliers qu'on appelle la dopamine, ces substances peuvent provoquer un comportement d'addiction. Alors, si vous voulez, vous pouvez arrêter là, ou vous pouvez écouter cette troisième partie qui reprend les éléments, mais de manière beaucoup plus détaillée. Donc, faites votre choix, vous pouvez arrêter ou continuer. Le cerveau, on a dit qu'il est doué de plasticité, on a dit qu'il était fragile, on a dit qu'il intervient dans la motricité. Le cerveau est en relation avec quelque chose qui est volontaire. Contrairement aux réflexes, notamment lorsqu'on avait parlé du réflexe myotatique, on avait mis en place et compris à quoi correspondait l'arc réflexe, où il y avait, donc il n'y avait pas plutôt d'intervention du cerveau. Mais là, on peut avoir au niveau du cerveau donc une intervention, on va dire, verticale. Ça veut dire que la moelle épinière agit, donc un muscle, moelle épinière, muscle, mais le cerveau peut aussi interagir en faisant en sorte que quelque chose de volontaire se mette en place. Si par exemple vous perdez l'équilibre, vous vous rattrapez aussitôt, le cerveau n'intervient pas. Mais si vous décidez de perdre l'équilibre et que vous faites faire au pied une action contraire, à ce moment-là, le côté volontaire intervient en même temps que ce qui pourrait être réflexe. Donc le cerveau est capable de commander et de faire en sorte que les mouvements que vous faites soient volontaires. Le cerveau, c'est un organe qui est compliqué. Bon, l'étude du cerveau, c'est quelque chose qui est vraiment un casse-tête, entre guillemets. C'est l'un des organes qui est très important, mais en tout cas le cerveau, c'est l'organe le plus important du système nerveux central. Alors bien sûr, vous allez dire la moelle épinière aussi est importante. Mais si par exemple la moelle épinière ne fonctionne plus, vous pouvez très bien avoir le cerveau qui fonctionne encore. Par contre, si le cerveau ne fonctionne plus, et si la moelle épinière fonctionne, il n'y aura plus tous ces éléments de conscience et de
d'informations en relation avec les organes des sens. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, le cerveau c'est un organe, c'est peut-être l'organe le plus important du système nerveux central. Au niveau des cellules, eh bien, vous avez des neurones et des cellules gliales, comme on avait déjà expliqué. Les neurones, évidemment, vont permettre le traitement et la propagation des messages nerveux, donc qui correspondent à des fréquences de potentiel d'action. Donc les corps cellulaires des neurones du cerveau sont concentrés dans une substance grise que l'on appelle le cortex cérébral. Donc c'est simplement une couche superficielle du cerveau, mais également des centres profonds. Donc ça veut dire qu'on n'a pas que le cortex, on a des centres nerveux qui sont situés plus en profondeur. Les cellules gliales, quant à elles, sont plus nombreuses que les neurones. Et elles participent au fonctionnement normal et correct du cerveau. Alors vous avez plusieurs types de cellules. Vous avez des cellules de la microglie qui sont responsables de la défense immunitaire du cerveau. Vous avez des astrocytes qui vont intervenir dans la protection, la nutrition et l'activité des neurones. Et vous avez également des oligodendrocytes qui sont responsables de la formation de la gaine de myéline autour des axones de certains neurones. Alors tous les neurones n'ont pas de la gaine de myéline. Les aires cérébrales, certaines aires cérébrales dans le cerveau sont spécialisées. Et donc ce que montre très bien l'IRMF, par exemple, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc c'est une technique qui permet d'obtenir des images anatomiques du cerveau sous forme de coupes virtuelles sur lesquelles il est possible de visualiser tout ce qui est actif lorsque le sujet effectue par exemple une tâche particulière que l'on peut déterminer, que l'on peut voir en fait grâce à cette IRM fonctionnelle, IRMF fonctionnelle. Donc on peut mettre en évidence certains territoires dont l'activité est liée à l'exécution d'un mouvement volontaire. Donc ça veut dire que là, on met en évidence des aires motrices. Et il existe donc des aires motrices primaires qui vont commander directement les mouvements. Si vous faites la cartographie de ces aires motrices primaires, eh bien vous allez voir que chaque partie du corps humain est associée à un emplacement bien défini du cortex cérébral qui va assurer sa commande. Lorsque vous avez des parties du corps douées d'une motricité fine, eh bien, il va y avoir un contrôle par une surface plus importante de l'air correspondant donc à cette zone importante au niveau sensation, au niveau récepteur en quelque sorte. Donc ça veut dire que les parties les plus douées d'une motricité fine sont contrôlées par une surface beaucoup plus importante de l'aire motrice primaire. Les aires motrices contrôlant la partie droite du corps sont situées sur l'hémisphère gauche et inversement, la commande est donc contralatérale. Alors bien entendu, toutes ces aires du cerveau vont être reliées entre elles, vont communiquer entre elles. Lorsque vous réalisez un mouvement complexe, par exemple l'écriture, le dessin, etc., eh bien, il y a une coopération de nombreuses aires corticales et des centres nerveux qui sont situés à l'intérieur du cerveau. Et toutes ces zones vont être mises en communication, évidemment, pour que vous puissiez, par exemple, écrire ou dessiner correctement. Alors le talent, c'est autre chose. Donc, il y a des régions qui communiquent entre elles par des réseaux de neurones qui forment des voies neuronales, le long desquelles l'information va circuler sous forme de trains de potentiel d'action. Donc un message nerveux, c'est un train de potentiel d'action. Et la fréquence de ces potentiels d'action, elle est modulée par les neurotransmetteurs qui, eux, constituent un message chimique. Alors que les potentiels d'action, les messages codés en potentiel d'action, correspondent plutôt à un message électrique, on va dire, entre parenthèses. Bon, même si c'est plutôt ionique qu'électrique.
Donc la fréquence des potentiels d'action, on a dit, est modulée par des neurotransmetteurs. Certains neurotransmetteurs, et donc en l'occurrence certaines synapses, vont être excitateurs et vont augmenter la fréquence des potentiels d'action, et c'est le cas de l'acétylcholine et du glutamate, tandis que d'autres neurotransmetteurs, et donc synapses correspondantes, sont plutôt inhibiteurs et vont agir en diminuant par exemple cette fréquence, par exemple le GABA, le neurotransmetteur GABA, qui lui va jouer sur la concentration de chlore, donc d'ion chlorure. Alors que l'acétylcholine et le glutamate vont plutôt agir sur les ions sodium et potassium. Alors il existe bien entendu des voies motrices. Les messages nerveux moteurs qui partent des aires motrices primaires vont cheminer par des faisceaux de neurones et vont descendre dans la moelle épinière. De ce fait-là, ces neurones vont se positionner à différents niveaux. Donc ces neurones à différents niveaux, en fait, vont être en connexion synaptique avec des neurones moteurs de la moelle épinière. Donc au niveau de la substance grise de la moelle épinière, qui va produire à ce moment-là un nouveau message moteur qui va commander la contraction des muscles responsables du mouvement. Ces voies motrices sont croisées au niveau du bulbe rachidien, donc ce qui explique pourquoi la commande est contralatérale des mouvements volontaires. Donc le cerveau gauche commande à droite, le cerveau droit commande à gauche. Il y a bien entendu un rôle intégrateur des neurones moteurs, puisqu'on avait dit qu'on peut avoir des potentiels d'action, ou bien résultant d'une dépolarisation, ou bien on peut avoir également des inhibitions, on peut avoir des hyperpolarisations. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des messages nerveux qui sont codés en fréquence de potentiel d'action, mais on peut avoir un côté inhibiteur ou un côté excitateur. Donc, si vous avez de la part de ce corps cellulaire des neurones, des synapses inhibitrices, d'autres excitatrices, comment est-ce que le neurone va se faire pour s'en sortir? Eh bien, c'est parce qu'il y a un rôle intégrateur de des neurones moteurs. Donc il y a des réponses motrices qui sont intégrées et on verra que l'intégration de plusieurs messages nerveux est tout à fait possible évidemment. Alors par une étude expérimentale du réflexe myotatique, on peut montrer que l'amplitude de la contraction musculaire en réponse à l'étirement du muscle varie en fonction des conditions de l'enregistrement. Par exemple, si le sujet contracte volontairement le muscle fléchisseur au moment de l'étirement du muscle extenseur, eh bien la réponse de ce dernier va être diminuée évidemment, parce que le côté volontaire intervient. Donc ça veut dire qu'on n'a pas uniquement un arc réflexe, on a une correspondance verticale, et cette correspondance verticale vient du cerveau. Donc de même, la contraction réflexe est proportionnelle à l'étirement du muscle, évidemment. Donc on parle d'intégration de plusieurs messages nerveux. Un neurone moteur, en effet, donc par exemple le neurone moteur de la moelle épinière, il reçoit des informations de nombreux neurones. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule synapse reçue par le neurone moteur. Donc ça veut dire que ces nombreux neurones vont établir avec ce neurone moteur donc un nombre important de synapses, dont certaines sont excitatrices. Donc on parlera notamment des neurones sensitifs du réflexe myotatique et de neurones du cortex moteur, ou bien ces synapses peuvent être inhibitrices. Par exemple, on peut avoir des interneurones inhibiteurs. Alors, au niveau des synapses excitatrices, la fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs post-synaptiques favorise la formation d'un nouveau message nerveux. Par ce motoneurone, évidemment, donc par ce neurone moteur. Et inversement, le neurotransmetteur des synapses inhibitrices, en se fixant sur les récepteurs, va s'opposer à ce mouvement, donc à cette formation. Donc à l'inverse, le neurotransmetteur des synapses inhibitrices, en se fixant sur les récepteurs, vont s'opposer à cette formation. Un neurone moteur, lorsqu'il est soumis à différents neurotransmetteurs, est capable d'intégrer, on dit intégrer les informations, donc l'ensemble des informations qui vont lui parvenir, et produire éventuellement
sauf s'il y a une neutralité évidemment, un nouveau message nerveux qui sera codé en fréquence de potentiel d'action, mais qui n'aura pas forcément la même fréquence que le potentiel avant la traversée des synapses. Donc il y a une intégration qui va s'effectuer par deux mécanismes de sommation. Soit on a une sommation spatiale, soit on a une sommation temporelle. La sommation spatiale, c'est la capacité du motoneurone à prendre en compte des informations excitatrices et inhibitrices qui lui parviennent, et ceci de la part de différents neurones présynaptiques. La sommation temporelle, quant à elle, est la capacité du motoneurone à diminuer, à additionner plutôt les informations qui lui parviennent successivement de la part d'un même neurone présynaptique. Alors, il y a autant de sommations temporelles que de synapses, évidemment. S'il y a 10 synapses, il y aura 10 sommations temporelles. La sommation spatiale, elle, c'est la capacité de prendre en compte tout ce qui provient dans l'espace, aussi bien les excitateurs que les inhibiteurs. Message excitateur ou inhibiteur. Alors, si le résultat de cette double sommation est une excitation suffisante, les potentiels d'action vont être émis le long de l'axone en direction de plusieurs fibres musculaires avec par exemple une fréquence proportionnelle à l'excitation. Sinon, le neurone peut rester au repos. Donc dans ce cas, il n'y aura pas d'excitation. Et contrairement au neurone moteur, la fibre musculaire ne reçoit un message que d'un seul neurone, que d'un seul motoneurone. Elle n'a donc aucun rôle d'intégration. Évidemment. Alors, nous avons dit que le cerveau, il est très important, c'est l'un des organes les plus importants de l'organisme et notamment du système nerveux central, mais il peut être sujet à des dysfonctionnements. Donc, le cerveau, dysfonctionnement du système nerveux. Alors, le crâne et la colonne vertébrale, en fait, protègent le cerveau et la moelle épinière, évidemment. Donc protégés par le squelette, c'est-à-dire le crâne et la moelle épinière, pas la moelle épinière mais la colonne vertébrale, les centres nerveux sont formés de tissus qui sont fragiles. Le fait qu'il soit, ce cerveau, dans un crâne qui est très dur, c'est intéressant parce qu'il est protégé. Mais si vous frappez sur le crâne avec une force suffisante et que vous fissurez le crâne, c'est la catastrophe. Et il existe des sections accidentelles de moelle épinière d'ailleurs, en coupant les voies motrices qui entraînent des paralysies des muscles commandés par les motoneurones situés sous le niveau de la section. On parle à ce moment-là de paraplégie au niveau des membres inférieurs ou de tétraplégie au niveau des membres inférieurs et supérieurs. On peut avoir également des accidents vasculaires cérébraux, on parle d'AVC, et le cerveau est sensible particulièrement aux AVC. Un AVC correspond soit à l'obstruction d'un vaisseau sanguin qui irrigue la région du cerveau, soit une rupture de ce vaisseau sanguin qui irrigue la région du cerveau. Les neurones, alors non approvisionnés en oxygène, vont mourir rapidement. Alors quand on dit mourir, vont cesser leur fonction, vont cesser tout métabolisme, c'est mieux plutôt que de dire mourir. Alors, première cause d'handicap et seconde cause de décès en France, les AVC sont des situations d'urgence, évidemment. Et les AVC nécessitent une intervention très rapide des secours. Et comme pour les maladies cardiovasculaires, il existe des facteurs de risque liés au mode de vie et qui favorisent les AVC. Le tabagisme, évidemment. L'alcool, évidemment. La sédentarité. Étonnant, non? Mais pourtant, c'est la vérité. L'alimentation non équilibrée, le stress, etc. Alors, dans d'autres cours, on a largement parlé du stress. Stress aigu, stress chronique. Je vous invite à les consulter à titre informatif ou même pour apprendre. C'est bête ce que je dis en fait. Il existe également des maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer,
qui provoquent une détérioration du fonctionnement des cellules nerveuses, en particulier des neurones, pouvant conduire à la mort cellulaire ou dégénérescence. Ces maladies sont souvent lentes et évolutives, avec une aggravation de l'état du patient par atteinte de ses capacités motrices ou cognitives, notamment au niveau de la mémoire, du raisonnement, etc. Les mécanismes à l'origine de ces maladies ne sont pas forcément connus à 100% et font l'objet de nombreuses recherches afin de pouvoir envisager des traitements. Enfin, le système nerveux central peut être la cible d'infections virales ou bactériennes. Je pense par exemple aux méningites. Le cerveau, et chose très importante, est doué de plasticité cérébrale. Et ça, ce n'est pas une maladie par contre. Mais par contre, une maladie du cerveau peut guérir grâce à la plasticité cérébrale. Dans certains cas, il n'y a pas de miracle. Lorsqu'il y a un AVC, et là c'est intéressant, il subsiste généralement dans le cerveau une zone nécrosée, c'est-à-dire abîmée, détruite. Donc, cependant, et quelquefois, pas toujours, la rééducation permet une récupération du déficit moteur engendré par l'AVC. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible quelquefois. Cette récupération ne fonctionne pas. Cette récupération ne correspond pas à un rétablissement du fonctionnement de l'aire nécrosée, mais à la réaffectation du neurone. De plusieurs neurones en fait, situés en dehors de cette zone, parfois même dans l'hémisphère opposé, afin de suppléer à la destruction du neurone. Donc ça c'est intéressant évidemment. Cette capacité du cerveau à réorganiser ses connexions neuronales en fonction des expériences vécues par l'individu constitue ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. C'est une grande qualité qu'a le cerveau. Donc cette plasticité cérébrale est également responsable des modifications du cerveau lorsque vous apprenez quelque chose lors d'apprentissage. Ce cerveau, on a dit qu'il était fragile, on a dit qu'il était doué de plasticité, mais également il peut subir l'action de substances exogènes, c'est-à-dire qui ne viennent pas de l'organisme mais qui sont apportées à l'extérieur. Vous voyez de quoi je parle. Le fonctionnement des neurones peut être perturbé par des substances exogènes, alcool, nicotine, drogue, médicaments psychoactifs, etc. La nicotine, par exemple, contenue dans le tabac, va agir sur le système nerveux en se fixant sur le récepteur du neurotransmetteur acétylcholine et en déclenchant son activation. On dit que c'est un agoniste de l'acétylcholine. D'autres substances vont pouvoir agir en bloquant le récepteur d'un neurotransmetteur. Ce sont à ce moment-là des antagonistes. Lorsque vous utilisez des substances exogènes psychoactives, eh bien vous allez pouvoir développer un risque plus ou moins important d'addiction aux produits. L'addiction, ça correspond au désir puissant de renouveler un comportement, ou ici la consommation du produit, malgré la connaissance des effets néfastes de ce comportement. Alors, quelquefois les gens n'en sont absolument pas conscients. Ce comportement addictif, il repose sur une perturbation du système de récompense qui fait intervenir la dopamine. Donc en augmentant la libération de dopamine, le neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense des substances addictives comme le tabac ou d'autres drogues déclenche le désir de renouvellement de leur consommation chez l'individu. Étant donné les conséquences de la consommation de ces substances, donc maladies cardiovasculaires, cancer, accidents de la route, violence, etc., la lutte contre les addictions liées à leur consommation est un enjeu important de la santé publique. Bon, donc voilà, on a parlé de cerveau, de plasticité, de fragilité, d'un rôle dans la motricité. Le cerveau est mouvement volontaire, cerveau c'est un organe complexe mais fragile en même temps. Bon, il faut savoir y réfléchir.
Le cours est terminé. Merci.